Ok, donc on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est créer un centre de service BI externalisé. Donc on aura la chance d'avoir le témoignage d'Omserve avec qui on a travaillé tout au long de la mise en place d'un centre de service. On va commencer les présentations si vous le voulez bien. Donc on a la chance aujourd'hui d'être avec Julia Atkinson qui est service manager chez Omserve. Bonjour Julia. Bonjour. On aura aussi côté Kérus pour le coup Mathieu et Christophe, donc Mathieu Noël-Pierre qui est chef de projet, enfin project manager, Bonjour à tous. et Christophe Chartier qui est directeur de projet, delivery manager. Bonjour à tous. Pour vous présenter un petit peu l'agenda d'aujourd'hui, donc sur une dizaine de minutes, Christophe et Mathieu qui sont du coup directeurs de projet et chefs de projet et qui de surcroît travaillent sur le centre de service Omserve, présenteront le KDC, donc le Kérus Delivery Center, et la démarche de centre de service et comment est-ce qu'on met en place un centre de service chez nos clients. Par la suite, j'aurai l'occasion d'interviewer Julia Atkinson et avoir un petit peu son retour d'expérience sur la mise en place d'un centre de service avec Kérus et voilà, voir un petit peu quels ont été les bénéfices et les facteurs qui ont fait que cette mise en place a été un succès. Ensuite, sur une dizaine de minutes également, donc le tout sur 30 minutes, on aura l'occasion de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez sur la fin de ce webinaire. Si ça vous va, je vous laisse la main, Christophe et Mathieu. Oui, pas de souci. Allez. Donc, on va vous présenter le KDC, donc le Kérus Delivery Center, qui est un centre d'expertise data. Voilà, il propose une structure de projet de pilotage industrialisé pour garantir les succès sur les multiples projets qu'on peut mener sur toute la France et tous nos clients. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. T'appuies encore une fois. C'est celle-ci ou c'est d'après que tu veux? Voilà, comme ça. Donc, en résumé, le KDC, donc Kérus Delivery Center, c'est plus de 400 collaborateurs en France qui sont répartis sur plusieurs zones géographiques. Donc, on a un gros centre sur Lyon, bien évidemment, sur Paris, sur Bordeaux, sur Aix-en-Provence. Voilà, des personnes qui ont une expertise sur beaucoup de domaines applicatifs, que ce soit de la data intégration, que ce soit du cloud, la data vise. Donc voilà, on est capable aujourd'hui de toucher toutes les technologies de ces secteurs-là, comme on peut le voir sur le panel, donc que ce soit de talent, en passant par clic, voilà. Donc tous nos clients, aujourd'hui, on peut répondre pratiquement à toutes leurs exigences. Un management de proximité, donc c'est tout l'intérêt. Aujourd'hui, par exemple, on va vous expliquer, mais Mathieu est positionné sur Bordeaux, alors que notre client Omserve est sur Lyon. Donc, c'est ça la force de notre KDC, c'est de pouvoir répondre à des clients tout en n'étant pas forcément juste à côté et voilà, de pouvoir répondre avec plusieurs sites en même temps. Des clients actifs, donc on en a 60, que ça soit du public ou du privé, donc on est capable de répondre aussi bien pour des TMA que pour des TMD, que pour des petits CST. Voilà, donc on sait s'adapter à toutes les circonstances. Et enfin, on a un haut niveau de compétences sur les principaux outils du marché qu'on peut revoir sur le panel sur la droite. On rentrera un petit peu dans le détail pour le client Omserve. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur BODS et sur Talend. On va passer au slide suivant. Voilà, donc là, c'est pour vous expliquer un petit peu les piliers, les apports de notre modèle sur le KDC. On appelle ça le delivery model. Donc, on est capable de travailler aussi bien en méthode d'agile qu'en forfait, en Kanban, avec une organisation en front, en back-office.
Voilà, on a vraiment une grosse adaptabilité en fait à l'environnement de nos clients. Un pilier fort aussi, c'est la rationalisation. Donc, on est capable d'externaliser toute ou partie des périmètres. En l'occurrence, là, on va vous l'expliquer dans le détail pour HomeServe, mais voilà, il y avait de multiples périmètres. On a su les récupérer au fil de l'eau sur une période de plus de 9 mois. Christophe, est-ce que tu peux préciser les aspects CST, PMD, etc. que tu as évoqués juste avant? On va y revenir un petit peu plus loin, en fait, sur Ouais. ces aspects-là, justement, qui donneront un peu plus de visibilité. Enfin, une partie réactivité, voilà, qui est très importante, parce que les clients ont des exigences fortes. En l'occurrence, HomeServe, on le verra un peu plus loin également, ils souhaitaient mettre des niveaux de service pour répondre à chacun des métiers. Donc, il a fallu en fait réfléchir et adapter en fait un contrat qui réponde bien en fait à leurs exigences. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'important. Donc, on est parti d'une phase d'initialisation où on a fait 9 réversibilités applicatives sur un délai de 9 mois pour arriver à monter un contrat qui aujourd'hui fonctionne depuis un an, donc un contrat au ticket pour arriver à délivrer un service régulier sur tous les pans et toutes les applications qui ont été récupérées. Et notre client HomeServe, je l'expliquerai un peu plus loin, mais voilà, on a encore d'autres pans de métier qu'on est à même de récupérer. Je laisse la main à Mathieu sur toute la partie Oui, expertise. effectivement, pour mener à bien ce que tu viens d'expliquer sur les projets, on a des piliers forts chez Kerus qui nous permettent d'accompagner nos clients dans la transformation d'un modèle qui est chez eux souvent qu'on peut qualifier d'assistance technique vers l'ensemble de services BI. Donc, je demandais Jordan d'expliquer les différents termes utilisés. Donc, TMA, la tierce maintenance applicative, qui permet donc d'assurer de la maintenance corrective évolutive et adaptative, la TMD qui est la tierce maintenance décisionnelle, qui est plus propre à une TMA, on va dire, pour notre domaine BI, le CST qui est le Credit Support Time, qui permet de mettre en place une enveloppe de jours sur la planification d'intervention de nos consultants. Ça, c'est différents modèles qu'on peut apporter en termes de solutions pour répondre aux besoins de nos clients. Mais ces trois modèles utilisent forcément des experts, de l'expertise aussi bien technologique que fonctionnelle, et une expertise aussi de pilotage. On va voir un peu après en quoi ça consiste d'apporter cette expertise-là auprès de nos clients. Mais c'est sur ces bases-là qu'on peut effectivement récupérer des périmètres et après assurer les maintenances et les évolutions. C'est également le second pilier que je voudrais mettre en avant, c'est capitaliser sur les connaissances qu'on peut remonter des différentes réversibilités, des différents projets qu'on réalise chez nos clients pour après pouvoir maintenir ces systèmes applicatifs. Voilà, ça passe par des livrets d'accueil, ça passe par des échanges sur les collaborateurs qui travaillent sur les sujets, ça passe aussi par des outils de collaboration, de partage de documents, de prise de notes. La liste est assez longue et c'est grâce à cette capitalisation et à cette centralisation des informations qu'on peut après industrialiser nos réponses, que ce soit en mode projet, en mode maintenance corrective et évolutive, pour pouvoir effectivement répondre dans des délais les plus forts. Et puis, l'une des forces aussi du modèle de centre de service qu'on propose, c'est la flexibilité de notre dispositif. On en a parlé avec les exemples que j'ai cités, TMA, TMD, CST, différents modèles, donc effectivement avec des dispositifs plus ou moins lourds. On peut effectivement s'adapter sur une équipe, on va dire socle, qui permet d'assurer au quotidien le niveau des services d'exigence de nos clients, et puis avec des renforts ponctuels identifiés sur une planification, augmenter ce dispositif pour répondre à une contrainte forte de notre client. Voilà, donc c'est ces éléments-là qui nous permettent d'assurer une maintenance ou une évolution des systèmes BI de nos clients.
Donc, comment on réalise cette montée en compétence de nos équipes et cette mise en œuvre de ce système qui paraît effectivement fonctionner sur le papier, alors qu'au départ, effectivement, pour les clients, c'est pas forcément un modèle qu'ils connaissent. C'était le cas d'Homserve. Julia reviendra dessus un peu par la suite. On passe forcément par ce qu'on appelle nous une phase d'initialisation. On pourrait aussi l'appeler par le nom de réversibilité entrante. C'est une phase obligatoire qui permet de récupérer les domaines applicatifs de nos clients. Alors pour Homserve, cette phase-là, c'était quelque chose d'assez nouveau dans leur fonctionnement. Donc nous, Kerus, on a l'habitude de pouvoir proposer aussi un accompagnement, de pas forcément forcer un modèle, mais plutôt de s'adapter à ce que le client connaît pour effectivement améliorer le process au fur et à mesure. Donc Christophe l'a dit, on en a fait 10 aujourd'hui, 10 phases de réversibilité différentes pour les différents projets applicatifs d'Homserve, puisque leur domaine BI est assez vaste et volumineux. Donc, on a eu à peu près 12 mois de phase de réversibilité à étaler. Mais chacune de ces phases, pour chaque application, suivait un principe assez simple et récurrent. Des ateliers fonctionnels pour embarquer les métiers au plus tôt dans le centre de service avec des nouveaux interlocuteurs, briser la glace effectivement avec la nouvelle équipe qui sera mise en place. Des ateliers techniques, évidemment, pour récupérer l'ensemble des solutions et à s'approprier les développements réalisés par nos prédécesseurs. Et des livrables assez formels et importants, qui sont effectivement notre matrice de compétences pour prouver le fait qu'on arrive à acquérir le périmètre. Un livret d'accueil aussi pour pouvoir préparer tout nouveau entrant et même les réversibilités sortantes, qui permet aussi à nos clients de suivre effectivement l'enrichissement du centre de service. Un plan de progrès initié effectivement pendant cette phase-là qui sera revu tout au long du service régulier pour améliorer en permanence le centre de service et les attentes du client. Et effectivement, une fois qu'on a fait ces phases-là, on peut lancer la phase de rodage qui permet de définir le fonctionnement qu'on va vouloir contractualiser. Donc, cette phase de rodage, je prends le relais justement, a permis une contractualisation à terme d'un contrat où dedans, justement, avec Julia et la direction, on a remonté des KPI importantes en fonction de tous les périmètres. Et on a réussi à construire finalement un catalogue de services qui répond aux exigences de chaque métier. Et à l'issue de ça, en fait, aujourd'hui, Homserve a un catalogue où il peut piocher dedans et passer des commandes en fait propres pour des développements. Et puis si en phase de run maintenant qu'ils le sont, s'ils ont des incidents, ils nous loguent des tickets et en fait toute cette phase d'initialisation, comme vient de le décrire en fait Mathieu, a permis d'avoir des documentations appropriées et de connaître tous les pans des métiers de ces 10 réversibilités. Voilà. Parallèlement à ça, on continue encore à ce jour. On a un plan de progrès pour définir des améliorations continues sur les process. Donc, on pioche régulièrement dedans pour faire des évolutions et encore améliorer le SI de nos clients. Et enfin, en fait, on a des comités de suivi, des comités de pilotage qui sont mensuels et qui nous permettent d'avoir un suivi des KPI, un suivi de la prestation, une enquête de satisfaction que le client nous restitue tous les mois et enfin de donner de la visibilité pour toutes les ressources. Voilà. Donc voilà un petit peu toute la mise en œuvre qu'on a fait durant plus d'un an pour arriver en fait à un service régulier efficace. Je passe à la suite. Ouais. Ce service régulier, effectivement, efficace à nos yeux, et on laissera Julien en témoigner derrière. Ça fait 8 mois aujourd'hui qu'il existe.
effectivement, on a commencé la mise en place du centre de service en juillet 2019. Donc, comme je vous expliquais, pour HomeServe, ça a été une phase de réversibilité étalée en 10 sessions qui nous ont permis depuis octobre d'ouvrir le centre de service tel que HomeServe le souhaitait. Cette phase-là a été effectivement clé, tout en embarquant le maximum de périmètres possible au niveau BI. Donc, sur 3 technologies aujourd'hui, c'est un centre de service diversifié. Donc, les technologies d'alimentation et de restitution de SAP et aussi l'ETL Talend. Voilà, il y a d'autres technos qui sont derrière. Je ne peux pas toutes les énumérer, mais au niveau de la base de données et ainsi de suite. Mais c'est surtout un centre de service orienté métier. Le cœur de chaque ticket, qu'il soit évolutif ou correctif, parvient par les métiers sur des KPI qu'ils attendent pour leur activité propre. Donc, c'est plutôt un centre de BI orienté sur des réponses avec des nouveaux partenaires ou avec des sujets en cours qui a été mis en place et qui perdurera encore quelques années. Merci Mathieu. Donc du coup, pour faire la transition, moi je vais maintenant échanger avec Julia, lui poser quelques questions concernant la mise en place de ce centre de service justement. Donc moi j'ai eu la chance de travailler avec Julia depuis qu'elle est arrivée sur ce périmètre. Bon, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a eu une personne qui était initialement en 2019 chez HomeServe qui est partie. Du coup, Julia a aussi pris pas mal le relais pour la mise en place de ce centre de service. Et donc du coup, voilà, moi je collabore avec HomeServe depuis 2019 sur ce sujet qui a commencé par une régie et qui s'est mis en place au fur et à mesure dans un format centre de service. Hop. Alors Julien, est-ce que tu peux, s'il te plaît, présenter ton entreprise, donc HomeServe, le département dans lequel tu travailles ainsi que ta fonction? Oui, bien sûr, Jordan, merci. Donc, HomeServe, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le spécialiste des réparations, des travaux et de l'entretien des équipements de la maison depuis 20 ans en France. HomeServe France fait partie de HomeServe PLC. C'est une groupe cotée en bourse à Londres avec une présence en 6 pays et un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros, plus d'1 milliard d'euros. En France, HomeServe a plus d'1 million de clients. Nous avons 4000 prestataires agréés, c'est-à-dire des chauffagistes, des plombiers, des électriciens, par exemple. Et nous avons à peu près 600 collaborateurs, dont une cinquantaine à la 2E. C'est la direction de l'organisation et des systèmes d'information, où on s'occupe à la fois de l'organisation des projets et des produits agiles et la gestion de la demande, et également la partie techno, les développements, l'infrastructure et la sécurité de l'information, par exemple. Donc, moi, je travaille à la 2E en tant que service manager et je suis responsable de la bonne organisation et les bonnes ressources pour répondre aux besoins métiers. Et c'est pour ça qu'on a pu, on souhaitait mettre en place ce centre de service avec Kerus pour répondre à ces besoins métiers et ce besoin de la bonne organisation au bon moment. Hop, je passe, merci Julia, je passe à la question suivante. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler quel était le besoin d'HomeServe initialement et quels en étaient en fait les enjeux? Donc nos enjeux, on en avait plusieurs. Donc j'ai déjà dit répondre au bon moment quand on pouvait. Donc le premier besoin, c'était vraiment de sécuriser les connaissances parce qu'on avait eu quelques départs à l'époque de sachants, si on peut les appeler comme ça sur les périmètres, qui connaissaient nos périmètres BI depuis très très longtemps. On avait quelques départs et on souhaitait vraiment sécuriser les connaissances et renforcer ces connaissances en interne avec l'aide de Kerus. On souhaitait également libérer les équipes internes parce qu'on avait, et on l'a quasi mis en place maintenant, un projet de refonte de notre CRM qui nécessitait la construction d'un nouveau plateforme data et qui allait prendre beaucoup de temps à ces équipes internes. Donc, on devait trouver une solution pour à la fois faire ce projet structurant, mais aussi assurer le BAU, on appelle le business as usual, gérer les incidents et les évolutions sur les paramètres existants, sur les environnements qu'on avait déjà en place. Donc, c'était nos deux besoins vraiment clés. On souhaitait également, je l'ai déjà un peu évoqué, avoir de la souplesse sur les ressources, parce qu'on a parfois des projets qui arrivent où on a besoin de mobiliser des ressources assez rapidement.
Et ça, c'est plus compliqué avec les ressources en interne. Donc, on avait besoin d'aide en externe pour nous permettre d'avoir justement cette souplesse pour répondre aux besoins métiers. Et je pense que la dernière chose qui nous a poussé à mettre en place ce centre de service, c'était également pour pouvoir maîtriser les engagements, pour avoir des essais là qu'on n'avait pas avec notre équipe purement en interne avant. Donc des essais là connus pour tout le monde, transparents, et pouvoir vraiment mieux maîtriser les coûts également, avec des unités d'œuvre qu'a évoqué Christophe et Mathieu avant, le catalogue qui nous permettait de savoir ce qu'on allait dépenser pour chaque développement. Hop, merci beaucoup, très clair. Alors aujourd'hui, si on devait faire un petit peu un retour sur l'arrière, pourquoi est-ce que Kerus a été choisi en fait par HomeServe? On travaillait déjà avec Kerus au début en mode régie, donc je pense que tu l'as déjà évoqué également, Jordan. Donc on savait déjà qu'on se comprenait, on savait déjà que vous avez des équipes compétentes, donc ça c'était évident pour nous quand on travaillait déjà ensemble. Et on savait également que Kerus sait gérer des centres de service. Donc nous, même si on a de l'expertise parmi nos équipes en interne sur des centres de service, c'était le premier qu'on mettait en place. Donc on souhaitait travailler avec un expert de ce domaine-là. On souhaitait également avoir de la proximité. Donc notre siège est à Lyon et Kerus a une présence importante sur Lyon également. Cela dit, avec le temps, je pense que c'est devenu moins important. Donc, on travaille finalement avec le centre de service qui est basé à Bordeaux. On n'a jamais eu de problème de distance. Et je pense que même dans ce monde post-Covid, où on a l'habitude de travailler tout le temps à distance, je ne suis pas sûre que ça serait toujours la priorité si on devait refaire le projet. Et peut-être le dernier point, c'était purement les compétences, les connaissances de Kerus, que Kerus soit capable de nous accompagner à la fois sur nos environnements historiques, BO, BODS, vous l'avez dit, et aussi dans cette transition vers un monde où on a plus de talent, par exemple. Donc, on sait que, vu le pool de développeurs que vous avez, on peut faire ces transitions qu'on aura besoin d'effectuer sur les années, les mois qui viennent. Et ça fait un petit peu le lien en plus avec ce qu'évoquait Christophe tout à l'heure, quand il affichait le panel de technologies qu'on est en mesure de couvrir. On sait que HomeServe est par exemple équipé de tableaux. Aujourd'hui, c'est pas forcément un périmètre qui est intégré à la TMA, et pourquoi pas en discuter à l'avenir. Merci. Alors du coup, si tu devais nous dire, selon toi, comment s'est déroulé le projet, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Oui, en complément de ce que disait Mathieu avant, pour nous, il y avait vraiment une phase découverte au début, où à la fois on découvrait les modèles de centres de services possibles, qu'est-ce qui allait coller avec notre structure, nos besoins, notre contexte. Et c'était important pour nous de pouvoir faire cette réflexion ensemble, ce qui était le cas. Et deuxième chose qui était importante pour nous dans ce qu'on a mis en place dans le projet, c'était de pouvoir produire, donc pouvoir passer les compétences, les connaissances en parallèle de la réflexion sur le centre de service. Ça nous a permis de continuer à produire, gérer les incidents, gérer les évolutions, tout en se laissant le temps pour mettre en place le bon modèle. Et quand on a trouvé ce modèle, on a signé le contrat, le PAQ, et puis on était prêts. En termes d'imprévus, on avait eu le départ de notre business analyst qui était très impliqué sur le projet au plein milieu, en fait. Et donc, on a dû renforcer, je suis arrivée sur ce centre de service pour aller au bout de la mise en place avec un business analyst temporaire et puis une nouvelle business analyst permanente. Donc, on a eu des changements d'équipe qui nous ont peut-être fait perdre un petit peu de temps, mais finalement, ça n'a pas eu trop d'effet important sur ce qu'on a fait. Et deuxième imprévu, c'est qu'on s'est rendu compte sur les derniers paramètres les moins prioritaires, on s'était rendu compte qu'on avait déjà perdu un peu en connaissance. Donc, on a changé de modèle pour passer d'un modèle où vraiment nous, on passait les connaissances à un modèle où Kerus faisait plus du reverse engineering pour comprendre nos paramètres et produire ce qui était nécessaire pour la prise en main de ces paramètres. Ok, merci beaucoup. Alors, selon toi, quelle a été la valeur ajoutée de l'accompagnement Kerus? Nous, on a apprécié le fait qu'on soit écouté et que le modèle soit modifié s'il était plus pertinent. Donc, pendant le temps qu'on a
qu'on a étudié ce modèle avec Kairos, on a eu des évolutions de nos besoins. En fait, avec le temps, on a réussi, avec votre aide également, à avoir moins d'incidents. Donc, on a dû adapter le modèle pour laisser moins de place pour les incidents dans le socle et pouvoir donner plus de place pour les évolutions, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Et ce qui nécessite également une petite modification à ce modèle. Donc, on a réussi à trouver ces solutions qui répondent à notre contexte actuel. Et on apprécie également que cette adaptation, cette évolution, ça continue, même après la mise en place du centre de service. Donc, nous avons, sur ces derniers mois, mis en place des unités d'œuvre sur la documentation, par exemple, parce que parfois, on a juste besoin de faire de la doc, et sur des unités d'œuvre qui nous permettent d'accélérer, de mettre des ressources supplémentaires sur la recette ou autour de recettes ou sur les chiffrages. Et le but étant vraiment de nous donner la main sur la priorisation des actions et la manière dont on dépense le budget. Donc, on a apprécié cette évolution continue. Et parlons d'amélioration continue, le plan de progrès que nous propose Kairos est également utile pour nous parce que ça nous permet de faire des évolutions, des améliorations concrètes. Et c'est toujours bien d'avoir un point de vue externe, un œil externe pour nous apporter ce point de vue sur ce qu'on fait et ce qu'on peut améliorer. Et je pense peut-être un dernier point sur ce que Kairos nous a apporté, c'est ce qu'on disait, on a les bonnes ressources au bon moment. Donc, quand on a besoin de dev BODS, voilà, on les a. Et on a déjà eu des moments où on a besoin de compétences un peu différentes et Kairos a su nous les mettre à dispo. Oui, donc notamment Talent, comme on a pu l'évoquer avant. Hop. Alors, quels sont pour toi les bénéfices, même pour HomeServe, apportés par le centre de service proposé par Kairos? Je pense pour moi, l'avantage, le bénéfice le plus important de ce qu'on a mis en place, c'était le fait de pouvoir remettre l'accent très clairement et remettre le focus sur la valeur de ce qu'on fait pour nous permettre de prioriser au mieux, vraiment penser au ROI de tout ce qu'on fait. Parce que le fait d'avoir un coût connu pour chaque développement, chaque incident, chaque évolution, ça nous permet systématiquement de mettre la valeur en face, ce qui nous amène à prendre des décisions qui sont en lien avec le métier, de prendre les bonnes décisions. Le fait d'avoir le centre de service avec cette souplesse de ressources nous a également permis de donner le pouvoir aux demandeurs qui connaissent justement la valeur de leur demande. Et si on a des projets qui arrivent qui nous apportent beaucoup de valeur, qui ont forcément des budgets qui vont avec, on peut accélérer les développements sur ces projets-là et on peut livrer très rapidement pour permettre à ces projets d'avancer, ce qui aurait été très compliqué avec notre bande passante limitée en interne avant. Cette notion de structure nous apporte également plus de transparence sur ce qu'on fait. Donc, on est capable via le Jira qu'on a mis en place, on utilise également EasyBI pour mettre à disposition des graphiques. On peut être très transparent avec les demandeurs. Ils savent sur quoi on travaille, pour qui, pourquoi et pour quand. Donc, toute cette partie structuration était très importante. Mais ça n'enlève pas le côté humain. Donc, ça, pour nous, ça a été vraiment un bénéfice. Donc, l'équipe Kairos est comme une extension à peu près de notre équipe interne maintenant, après plus d'1 an de travail ensemble. Et je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Donc, on en parlait hier, Mathieu, on est tous dans une logique de bienveillance et ça, on a retrouvé ça dans l'équipe de Kairos et ça nous est important parce que ça fait partie également de nos valeurs chez HomeServe. Donc, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien entre les équipes. Et on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé au début, qui était de libérer les équipes internes pour travailler sur ce projet stratégique, où on a très bien avancé sur cette dernière année avec la disposition, le temps, disponibilité de ces équipes-là. Donc, on a réussi notre objectif de garder cette expertise en interne et de le renforcer en externe avec l'aide du Kairos. Et puis, pour les prochaines étapes, voilà, on a déjà parlé du fait que nous, on fait évoluer nos univers. Donc, il y aura des modifications des paramètres, de nouveaux paramètres qui vont remplacer sans doute certains qui ont déjà été passés. Donc, ces évolutions vont continuer sur les mois qui viennent. Et puis, voilà, de manière générale, je pense qu'on regardera pour mettre en place les centres de service sur d'autres paramètres pour avoir tous ces avantages dont on a parlé sur d'autres paramètres.
C'est vrai, d'autant plus qu'on avait eu l'occasion en plus de discuter notamment sur des périmètres plus digitaux. On s'était rencontrés une fois, alors c'était il y a un an je crois, c'était juste pendant le Covid ou juste avant, justement sur des sujets plutôt digitaux, des choses qu'on est aussi chez Kirus en mesure d'adresser, même si bon, le sujet a un petit peu pris du temps, enfin n'est même pas lancé vraiment. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra réengager ensemble dans les temps à venir. Bah, merci beaucoup Julien. Alors, je crois que je suis arrivé au bout. Merci beaucoup Julien pour ton aide et pour ces éclairages très précieux sur la mise en place du centre de service. On va maintenant passer aux questions-réponses des personnes présentes sur le webinaire. Alors, il y a une première question. Pouvez-vous donner un ordre d'idée du volume mini d'activité pour la mise en œuvre d'un centre de service? Est-ce que Christophe, Mathieu, oui. Ouais, je vais essayer de répondre. On a évoqué tout à l'heure qu'on avait plusieurs modèles. Donc, pour le premier modèle, celui qui a la charge minimale, on va dire support time, où effectivement on peut partir sur des enveloppes de jours, entre 10 et 20 jours sur une année. Donc, effectivement, qui permet de donner une planification d'une ressource à des dates précises pour intervenir sur vos systèmes. Ce modèle-là peut aller jusqu'à une cinquantaine, soixantaine de jours dans l'année. À partir du moment où on commence à mettre plus de volume, on va rentrer plus sur un modèle de TMA, de tierce maintenance applicative. Donc, ouais, donc pour pouvoir avoir un modèle un peu similaire à celui d'Homserve, on est effectivement sur des modèles un peu plus volumineux avec une équipe, on va dire, socle d'un ETP à peu près sur l'année. Donc là, on est sur déjà une TMA de 200 jours. Et bon, après, effectivement, ça peut encore aller davantage vers le haut. Voilà. Donc en fonction du nombre de jours, on adaptera le modèle qui présente, mais à partir de 15-20 jours, on peut déjà avoir une maintenance de ces applications par Kirus. Et je rajouterais par rapport à ce que tu viens de dire, Mathieu, qu'en fait, on est capable de s'adapter au fil des mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Homserve a des besoins récurrents en termes de développement. On a su s'adapter et mettre les ressources nécessaires et dégainer les bonnes ressources sur les bonnes technos au bon moment. Voilà. Et pour autant, Homserve, peut-être que dans un mois, auront moins de développement et on s'adaptera, en fait, on adaptera le nombre de personnes en fonction de la charge souhaitée. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on est encore là? Merci beaucoup. Ok, je ne sais pas si pas d'autres questions. Peut-être qu'on va pouvoir s'arrêter là alors, je pense. De toute façon, il y aura un replay sur lequel vous pourrez regarder cette vidéo. Et puis, dans tous les cas, nous, on restera disponible pour vous pour répondre à vos questions. Camille, je pense, sera votre point d'entrée, qui a probablement dû envoyer les invitations pour le webinaire. Et puis merci beaucoup d'avoir assisté. Merci Mathieu, Christophe et Julia, notamment pour ta présence pour ce webinaire. Merci. Ah, il y a une question en fait. Quid de la sécurité et de la confidentialité des données? Est-ce que ça vous allez être... Vous saurez y répondre. Donc effectivement, pour tout projet qu'on réalise de chez Kirus, la sécurité des données et la confidentialité est au centre. Hein. On a effectivement une personne qui s'occupe de tout ce qui est RGPD. Donc comment ça se concrétise avec notre projet? À chaque fois qu'on en lance un, on interviewe effectivement notre client pour vérifier la confidentialité des données qu'on va travailler. On a tout un questionnaire qui permet de poser les bonnes questions et de recenser les périmètres qui sont concernés et la divulgation des données qui peuvent avoir lieu. Donc effectivement, pour couvrir déjà au niveau contractuel cette partie-là. Ça n'a pas été le cas après sur Homserve dans le projet en lui-même, c'est-à-dire qu'on peut aussi
anonymiser les données qu'on met à disposition. Donc là, comme on est sur un environnement directement chez le client, il n'y a pas eu cette phase-là. Tout a été au niveau contrat et documentation à signer. Merci Mathieu. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, c'est le moment si vous en avez. Ah, il y a une question. Alors, comment sont hébergées les données et applications? Est-ce que c'est Data Center Keras? Est-ce que c'est un cloud Amazon ou autre? Je vais commencer à répondre, je laisserai Julie à compléter. Alors effectivement, je viens de l'évoquer juste avant, on est sur aujourd'hui des hébergements HomeServe. Il n'y a pas eu d'environnement de montée par Keras. Aussi bien, bon, la production normale est chez le client, mais même l'environnement de développement est hébergé chez HomeServe. Nous, pour travailler côté Keras, on a eu des VM à disposition, donc des VM aussi gérés par HomeServe, qui nous permettent d'accéder à leurs différents environnements, production, développement, bureau de travail. Tout l'hébergement est aujourd'hui assuré par notre client. Je ne sais pas si tu veux rajouter Julia. Une question intéressante, Mathieu, que je vois qui vient d'arriver. Combien de semaines, de mois estimez-vous que les équipes sont autonomes et apportent de la valeur? Donc ça, tu peux bien y répondre parce que tu as fait effectivement d'irréversibilité. Oui, alors effectivement, bon, ça dépend forcément de la taille du périmètre. Sur une réversibilité d'un gros périmètre, on était sur des réversibilités de 2 semaines. Donc ça, c'est pour effectivement avoir la partie théorique. Donc là, notre montée en compétences, elle est sur cette partie-là. Derrière, il faut effectivement, dans la phase de rodage, travailler sur quelques sujets concrets, même si ce sont des anciens sujets. L'objectif est de montrer effectivement notre force d'analyse sur ces points-là et après de delivery. Donc, il faut rajouter une période de 1 à 3 mois en fonction du périmètre pour montrer nos résultats en termes d'autonomie et de réalisation, on va dire, avec nos conseils dans le plan de progrès, avec notre rythme de productivité. Voilà. Et puis, effectivement, plus le temps passe et les sujets arrivent, soit correctifs ou évolutifs, effectivement, plus on a de valeur ajoutée, de propositions de solutions variées à soumettre à notre client pour les soumettre même avec les métiers afin d'améliorer les résultats. Donc là, on est sur des mois plutôt que des semaines. Ok, merci Mathieu. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. On est bientôt à 45 minutes. Merci Mathieu, Christophe, comme je disais juste avant. Merci beaucoup Julia de nous avoir aidés pour la construction de ce webinaire et d'avoir collaboré avec nous sur le sujet. Et puis voilà, vous pouvez retrouver le replay de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci.